Si nous sommes devenus les meilleurs, ce n'est pas un hasard. Moi, j'aime écouter RC Baf 2, radio communautaire de Bafoussam 2e. Ça m'inspire très fort. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, merci d'être là, connectés sur la radio communautaire de Bafoussam 2e. Je vous l'annonçais ce matin à l'entame de l'émission, on devait recevoir le docteur Amon Gemkap. Avec lui, on parlera de la mort subite, de l'AVC et naturellement de tout ce qui va avec. Alors, il est bel et bien en place ce matin dans notre studio. Je crois que c'est la deuxième fois que nous le recevons ici. La première fois, je crois que c'était en 2017. Il revient davantage pour sensibiliser les uns et les autres. Bien installé. Bien le bonjour, docteur Amon. Oui, bonjour. Bienvenue à Bafoussam. Oui, merci beaucoup. Vous êtes toujours dans ce fameux combat qui consiste à barrer la voie à la mort subite, à ce qu'on appelait accident... c'est quoi? AVC, accident vasculaire cérébral. Voilà, merci. on a l'habitude d'utiliser plutôt l'abréviation. Alors, dites-nous un peu, vous êtes en France depuis des années, vous êtes actuellement au Cameroun. On voudrait savoir qu'est-ce qui justifie d'entrée de jeu votre présence au Cameroun et plus précisément à Bafoussam. Oui, mais vous savez, je mène un certain nombre de combats depuis des années. Vous avez évoqué là à l'entame de cette émission, notamment mon combat contre les morts subites sportives. J'ai aussi un autre combat, contre les AVC. Malheureusement, on se rend compte que si les accidents de la circulation qui sont décriés à longueur de journée ne font que 2000 morts, mais je dis ne font que... c'est parce que même ces 2000 morts, c'est déjà excessif. Il ne devrait pas en avoir. Mais les AVC en font 20 000 morts par an au Cameroun. Ça fait 10 fois plus. C'est catastrophique. Et on ne peut pas rester comme ça, inerte, sans apporter sa contribution. Parce que pour moi, ces morts par AVC sont des morts évitables. Évitables parce que, je le dis, il y a énormément de choses qu'il faut faire pour pouvoir... faire reculer, pour pouvoir limiter ce nombre de morts par AVC. Et j'ai pensé que c'était mieux de cibler la jeunesse et de mener des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires. Il y a un festival qui a lieu à Tchang tous les ans. C'est le festival international éducatif Coman. Comment éduquer par la santé. Et dans ce festival où j'apporte ma touche particulière, qui est notamment l'éducation pour la santé, j'ai pensé dans la marge de ce festival-là, c'était l'occasion qui était donnée de faire une large sensibilisation dans les établissements scolaires de l'Ouest. C'est pour ça que je suis présent aujourd'hui à Bafoussam, parce qu'il y a une campagne de sensibilisation vendredi. Ça va se dérouler au lycée bilingue de Tchang. Le lycée bilingue de Tchang, c'est l'établissement qui nous a accordé qui nous a donné son accord pour qu'on puisse... mais tous les ans, il y a des différents établissements qui se proposent et nous sommes toujours disponibles pour pouvoir dispenser vraiment cet enseignement-là, pour pouvoir dispenser ces petites notions de secourisme. Et c'est aussi ces petites notions d'éducation pour la santé à nos jeunes, parce que ces jeunes-là vont les implémenter au sein de la famille. Et au sein de la famille, ça va se diffuser plus tard, quand ils seront plus grands, à leurs enfants. Et c'est comme ça qu'on va avoir une société qui se porte de mieux en mieux. Pourquoi? Parce qu'elle applique les bons gestes, ils appliquent et ils vivent dans des bonnes conditions d'hygiène de vie. Alors, quand vous parlez de ça, je sous-entends que c'est l'objectif visé par cette campagne que vous entamez. Alors, dites-nous un peu, quels sont les facteurs de risque? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de la mort subite ou encore de l'AVC? Alors, je veux déjà vraiment attirer l'attention des auditeurs sur une confusion qui est souvent faite entre AVC, accident vasculaire cérébral, et mort subite du sportif notamment. Parce que c'est vrai que menant ces deux combats, souvent, les auditeurs, ceux qui m'écoutent, se mélangent souvent les pinceaux et mélangent un tout petit peu tout. Alors, les AVC concernent essentiellement le cerveau. Les AVC, c'est quelque chose qui va toucher notre cerveau. La mort subite du sportif concerne essentiellement le cœur du sportif. Il est vrai qu'un sportif peut effectivement être victime d'un AVC,
On a eu le cas avec notamment Rigobert Song, qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il n'a pas été victime d'un problème qu'on peut qualifier de malaise du sportif. C'était plutôt un accident vasculaire cérébral. Mais je vais directement faire le parallélisme avec Marc-Vivien Fouet. Oui. Marc-Vivien Fouet a été plutôt victime d'une mort subite sportive. Le problème de Marc-Vivien se trouvait au niveau de son cœur, alors que le problème qu'a subi Rigobert Song Magnan se trouvait au niveau de son cerveau. Mais donc vraiment, je prends ces deux exemples voilà, pour édifier les auditeurs. On a souvent l'impression, quand on parle de l'AVC, tout le monde voit directement le cœur. Et effectivement, ça c'est une confusion que j'ai remarquée Oui. dans la société, notamment dans la société camerounaise, où cette confusion est faite. Vous savez, j'ai lancé la première journée nationale de lutte contre les morts subites sportives le 2 novembre dernier à Douala. Et effectivement, quand je parcourais un tout petit peu les médias, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, les auditeurs qui appelaient en ligne, faisaient cette confusion dès qu'ils voyaient, dès qu'ils pensaient que l'AVC concerne essentiellement le cœur. Oui. AVC, c'est accident vasculaire cérébral, et vous me donnez l'occasion d'expliquer un peu ce que c'est qu'un AVC. C'est une interruption de la circulation du sang au niveau d'une zone du cerveau, l'AVC. Interruption de la circulation du sang au niveau d'une zone du cerveau. Alors, cette interruption de la circulation du sang peut se faire, par exemple, par un caillot de sang, par exemple, qui va aller bloquer, obstruer cette circulation de sang comme s'il y avait un embouteillage quelque part, et puis la circulation n'est plus fluide, elle est complètement bloquée, les voitures ne passent plus. En fait, là, c'est le sang, c'est les globules rouges qui ne vont plus passer pour aller oxygéner un tout petit peu notre cerveau, et c'est là où des problèmes peuvent survenir. Mais cette interruption de la circulation du sang au niveau du cerveau peut aussi se faire par une rupture. Les vaisseaux qui transportent notre sang peuvent se rompre. Il y a en général une petite faiblesse locale, comme un anévrisme, et cette petite faiblesse locale-là, par le jeu d'une poussée hypertensive, une tension qui va être très très élevée, va peut-être provoquer donc cette rupture de ces vaisseaux-là, comme si c'est une digue qui se rompait, et il y aura une inondation du cerveau. Et là, on est en présence plutôt d'un AVC hémorragique. Mais je dois vous dire, les signes d'alerte sont quasiment les mêmes, que ce soit un AVC ischémique, que ce soit un AVC hémorragique, les signes d'alerte sont les mêmes. Alors, définissez-nous ou encore expliquez-nous concrètement ce que c'est que la mort subite. Comme vous voilà, venez de tout le faire à avec fait. l'AVC, Donc, oui. alors, en ce qui concerne la mort subite, c'est quelque chose de totalement différent. Alors, vous savez, moi je parle de mort subite sportive parce que le combat que je mène, je l'ai beaucoup ciblé sur la mort subite sportive depuis le 26 juin 2003, date du décès de Marc-Vivien Fouet. C'est pour ça d'ailleurs que je souhaite que cette journée du 26 juin soit la journée nationale de lutte contre les morts subites sportives. J'organise la prochaine journée le 26 juin à Yaoundé, 26 juin 2020, donc de cette année à Yaoundé, ça la deuxième journée nationale de lutte contre les morts subites sportives. Alors la mort subite sportive, c'est très simple. Là, cette fois-ci, c'est un malaise suivi d'un arrêt cardiaque qui va survenir chez un sportif pendant qu'il est en train d'exercer son sport. Je dis bien chez un sportif. Je n'ai pas dit chez un footballeur. Je n'ai pas dit chez un handballeur. À savoir que vous et moi, qui pratiquons par exemple notre sport à la maison, on fait, je sais pas moi, une activité physique quelconque, même à notre domicile. Si nous sommes victimes pendant cette activité physique-là, d'un malaise qui va être suivi d'un arrêt cardiaque, nous rentrons dans la définition de mort subite sportive. Ça va être un malaise du sportif, et puis si ce malaise-là se complique d'un arrêt cardiaque, on va être en présence d'une mort subite sportive, surtout si les gestes d'urgence ne sont pas faits et que la personne décède. Alors, ça peut aussi être ce sportif qui vient de terminer son activité physique, mais qui va faire ce malaise-là dans les heures qui suivent son activité physique. Sur le plan médical, on a essayé un tout petit peu de baliser les choses. On a dit dans les 2 heures qui suivent l'activité physique, si le sportif, vous savez, quelqu'un qui fait par exemple son 2-0, qui rentre à la maison et qui est assis dans son canapé et qui fait un malaise dans les 2 heures qui suivent par exemple son 2-0, son match amical ou bien son match un peu de divertissement, il rentre dans cette définition-là. Alors, la mort subite sportive, ça touche essentiellement le cœur et le cœur du sportif. Et elle est essentiellement liée au fait que on a une maladie cardiaque qui est présente, qui est très souvent on est né avec. Donc c'est une maladie congénitale. C'est une maladie qui va être sournoise, qui va être silencieuse, qu'on ignore.
et qui va décompenser lors de la pratique de notre activité sportive. C'est pour ça que je dis encore que l'ignorance tue, parce qu'en matière de mort subite sportive, comme en matière d'AVC, on oublie souvent que cette mort subite sportive-là a des causes cardiaques qu'il faut dépister, d'où l'intérêt de la prévention. Et la prévention vraiment apparaît vraiment, c'est vraiment l'arme qui permet de limiter une mort subite sportive. Il faut, dans le cas de cette prévention-là, faire avant toute activité physique une visite médicale préalable de dépistage de ces maladies-là, et à l'issue de cette visite médicale, le médecin va délivrer un certificat médical d'aptitude à la pratique de ce sport. Et pour empirer un tout petit peu sur les AVC, là aussi je dis que l'ignorance tue, parce que là on est dans un phénomène totalement différent. Dans la majorité des cas au Cameroun, les AVC sont d'origine hémorragique, à savoir qu'on a cette rupture d'un vaisseau, je l'ai dit, une rupture indique, on a une inondation du cerveau, c'est-à-dire des AVC qui sont très très graves, et souvent c'est lié au tueur silencieux. Le tueur silencieux, c'est l'hypertension artérielle. D'ailleurs, j'en ai fait un film, le tueur silencieux, parce que je partais d'une histoire réelle, vécue, d'une jeune fille, effectivement, qui va être victime de ce mal, et on va accuser à tort des personnes autour d'elle qui l'ont tuée, qui l'ont ensorcelée, alors qu'en fait, cette jeune fille devait porter en elle une hypertension artérielle. Je ne vais pas continuer à expliquer un tout petit peu le film, parce que les uns et les autres devront regarder le film pour essayer de comprendre l'intrigue qui s'y déroule. Voilà. Mais le tueur silencieux, qui est d'ailleurs le premier épisode d'une série sur la santé qui s'appelle Clinicé, que je suis en train de monter, et dont on a déjà tourné quelques épisodes, et le tueur silencieux, le premier épisode. Voilà, donc c'est un tout petit peu ça. Et c'est ce tueur silencieux qui est l'hypertension artérielle qui va être responsable, notamment au Cameroun, des AVC. Parce que beaucoup de personnes encore ignorent leur tension, le chiffre de leur tension artérielle, et se baladent avec des tensions qui frisent les 25 de tension, en tout cas qui dépassent dans la majorité des cas 20 de tension. Parlons justement de la tension, on reste dans des buvettes, des restaurants, et des jeunes rentrent là avec des appareils, soi-disant voulant prendre la pension des uns des autres. Est-ce que c'est faisable? À quel moment est-ce qu'on prend? Oui, mais ça aussi, voilà, là où, lorsqu'un médecin parle de prévention, on a des personnes non identifiées qui viennent faire du business et qui le font mal. La prise d'une tension artérielle doit se faire chez une personne qui est au repos, minimum 15 minutes. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui entre dans une buvette pendant que vous êtes en train de boire votre bière et qui vous prend la tension comme ça, du coup, il va vous trouver un chiffre tensionnel quelconque. Il ne pourra pas interpréter ce chiffre tensionnel-là. Il va générer en vous un état de stress. Vous allez lui demander de reprendre une deuxième tension, peut-être au bras gauche, en disant mais écoute, ton appareil ne fonctionne pas, c'est pas normal. Et ce stress-là fait monter la tension. Et cette fois-ci, on va se retrouver avec une tension qui est élevée, mais qui est une tension que nous, dans le jargon médical, nous appelons tension effet blouse blanche. C'est-à-dire que la personne qui vient voir un médecin et qui n'est pas très habituée à voir le médecin, quand le médecin lui prend la tension, souvent il n'est pas très à l'aise, et il a souvent une tension qui est un tout petit peu élevée. Alors le médecin qui est un professionnel de la santé, il sait très bien analyser ces effets blouse blanche là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à la personne, ben écoute, patientez un tout petit peu, et puis il va faire autre chose, le temps que la personne se calme un tout petit peu, et il va reprendre la tension de cette personne-là, et il va retrouver la vraie tension de cette personne. Parce qu'il ne faut pas qualifier des personnes hyper tendues alors qu'elles ne le sont pas. Et ça aussi, c'est une dérive que moi je dénonce particulièrement. Voilà. Alors, il y a un message qui est arrivé. Quel rapport y a-t-il entre le surpoids et l'AVC ou encore la mort subite? Ah oui, ça c'est une très très belle question. Oui. Alors, en ce qui concerne l'AVC, l'AVC a des facteurs de risque. Parmi les facteurs de risque de l'AVC, je viens, et vous les auteurs l'ont compris, et je crois que vous-même vous l'avez compris, il y a l'hypertension artérielle que je qualifie de tueur silencieux, qui est vraiment le facteur de risque prépondérant de l'AVC au Cameroun et en Afrique en général, mais au Cameroun notamment, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais il n'y a pas que ça comme facteur de risque, il y a d'autres facteurs de risque. Et parmi les facteurs de risque, il y a le surpoids, ce qu'on appelle l'obésité, l'excès de poids. L'excès de poids aussi, effectivement, est un facteur de risque parce que l'excès de poids s'accompagne souvent d'autres maladies comme le diabète, d'autres maladies comme ce qu'on appelle les dyslipidémies, en fait les excès de graisse dans le sang, les hypercholestérolémies.
des excès de graisse dans le sang. Donc l'excès de poids parfois font le lit et puis font le lit de l'hypertension artérielle. Vous voyez, c'est l'excès de poids va faire le lit de toutes ces petites choses-là et c'est pour ça que l'excès de poids finit par devenir un facteur de risque non négligeable des accidents vasculaires cérébraux. En ce qui concerne la mort subite sportive, l'excès de poids n'a pas une incidence directe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on conseille énormément à des personnes qui sont en surcharge pondérale effectivement d'avoir une activité physique, parce que l'activité physique va permettre de corriger un peu plus ou moins cette surcharge pondérale là. Elle n'a pas d'instance directe, mais il faut dire qu'on peut faire du sport et on a 20 de tension et le sport fait augmenter la tension, et on comprend très bien que en faisant le sport avec 20 de tension, on fait le sport dans des conditions de risque. On ne respecte pas les 10 commandements qui ont été prescrits par le docteur Mangem Kab, votre homme de serviteur. On ne respecte pas ces commandements-là. On le fait dans des conditions à risque. Et là, effectivement, l'excès de poids peut être préjudiciable à la pratique du sport si on n'a par ailleurs un autre facteur de risque sous-jacent comme une hypertension artérielle qu'on a ignorée. Alors, donc, si on comprend bien, pendant l'activité sportive, ça augmente la tension. Tout à fait. Donc, si la au tension départ, augmente on pendant était l'activité sportive. hyper tendu, ça veut dire qu'on a un énorme risque. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que si on a une hypertension qui n'est pas contrôlée et qu'on pratique une activité physique, tout dépend. C'est-à-dire que si on ne pratique que la marche, c'est très conseillé. C'est pour ça d'ailleurs que les personnes qui ont des problèmes cardiaques, on leur dit faites un peu la marche, faites un peu la natation. Tout dépend de votre activité physique. C'est-à-dire que si vous faites une activité physique modérée et régulière, vous ne courez aucun risque. Mais si vous allez faire le jogging, par exemple, là, vous vous mettez un tout petit peu à risque si vous avez une hypertension artérielle qui est non contrôlée. Je dis bien si vous avez une hypertension artérielle qui est non contrôlée. La personne qui est hypertendue, qui prend un traitement et qui est contrôlée, dont l'hypertension artérielle est contrôlée par ce traitement-là, peut faire son sport sans aucun risque. C'est très important de le préciser. Il ne faut pas que des hypertendus qui m'écoutent actuellement et qui sont sous traitement arrêtent leur activité physique en disant ils ont écouté le docteur Mangem Kab sur la radio communautaire de Bafoussam 2 et que ce docteur-là leur a dit de ne plus faire d'activité physique parce qu'ils courent un risque parce qu'ils sont hypertendus. Ce n'est pas ça le message que je suis en train de faire passer. Je suis en train de faire passer le message qui est très simple. Tout hypertendu doit être contrôlé. Sa tension doit être contrôlée par peut-être tout simplement un régime sans sel ou un régime modéré en sel. Et puis, si ce régime-là ne suffit pas, si la diminution des apports de sel dans l'alimentation ne suffit pas, cet hypertendu-là doit prendre un traitement. Et lorsque sa tension est contrôlée, à savoir qu'elle est en dessous de 14,9, cette personne peut pratiquer son sport sans aucun risque. Est-ce que la ration alimentaire pourrait contribuer de manière efficiente et efficace à la lutte contre les AVC, c'est-à-dire notre façon de nous alimenter au quotidien? Mais bien sûr. Je pense que quand je parlais tout à l'heure quand je donnais des conseils aux hypertendus, je disais que tout hypertendu devrait, parce que je dis encore pourquoi, parce que l'hypertension artérielle est le facteur de risque majeur, c'est le facteur de risque prépondérant. Sur 10 personnes qui vont faire un AVC, 8 ou 9 de ces personnes-là au Cameroun ont une hypertension artérielle qui souvent est ignorée ou qui est connue mais qui n'est pas contrôlée. 9. Il n'y a que 10% qui n'auront pas ce facteur de risque-là en cas de survenue d'un AVC. Souvent les gens disent mais je n'ai jamais été malade et puis j'ai été foudroyé par un AVC. Mais non, toute personne qui n'a pas passé un bilan de santé est un malade qui s'ignore. Et souvent, ces personnes-là rentrent dans cette catégorie de personnes qui étaient malades, mais qui étaient même très très malades. Le malade n'est pas forcément celui qui a de la fièvre. Le malade n'est pas forcément celui qui se plaint d'une douleur quelconque. D'ailleurs, en matière d'hypertension artérielle, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de maux de tête et qui ne vont pas consulter parce que les maux de tête sont souvent un signe d'alerte d'hypertension artérielle. Mais pour vraiment revenir à la question qui m'a été posée, qui était une question très simple, à savoir est-ce que l'alimentation peut contribuer à favoriser une hypertension artérielle, je dis oui, sans aucune hésitation. D'ailleurs, dans les 10 commandements que les uns et les autres pourront retrouver en faisant des petites recherches sur moi, en tapant tout simplement mon nom dans un moteur de recherche, que ce soit Google, que ce soit YouTube ou que sais-je encore, ou en essayant de parcourir les réseaux sociaux et en me retrouvant, ils vont retrouver ces 10 commandements-là
le premier commandement en matière d'AVC, c'est vraiment sur l'hygiène alimentaire. C'est cette hygiène alimentaire-là. Il faut manger équilibré. Quand je dis manger équilibré, pour beaucoup, ça ne veut rien dire. Alors, ça veut tout simplement dire que il faut manger peu salé, c'est très important. Il faut manger peu gras, c'est très important. Et il faut manger moins sucré, c'est très important. En mangeant peu salé, on évite d'attraper une hypertension artérielle. En mangeant peu gras, on évite d'attraper deux choses. La première chose, c'est déjà augmenter son taux de cholestérol ou son taux de triglycérides qui sont préjudiciables pour les AVC. Et puis, on contrôle aussi un tout petit peu son poids, même si on a une tendance à une surcharge pondérale. Et puis, il faut manger peu sucré. Parce qu'en mangeant peu sucré, on évite le diabète. Parce que le diabète, c'est le deuxième facteur de risque majeur. Les personnes qui ont 100% des personnes au Cameroun qui font un AVC ont soit une hypertension artérielle, soit un diabète. Très souvent, ces personnes-là ont les deux, mais ne le savent pas. Parce que le diabète aussi est très très silencieux. Oui, si on ne fait pas un dépistage de votre taux de glycémie, vous pouvez vivre avec le diabète sans le savoir. Vous le saurez lorsque vous aurez une complication de ce diabète-là. Voilà, merci pour cette précision, parce que beaucoup pensent que manger équilibré voudrait absolument qu'on soit au préalable quelqu'un qui est financièrement assis, mais quand vous expliquez, on comprend que au lieu de doser trop de sel et de cubes dans son repas, on peut réduire considérablement, on peut consommer des fruits et surtout consommer moins de sucreries, c'est-à-dire ne pas être accro aux bonbons, au chocolat et tout ce qui va avec. C'est ça. Alors, vous parlez très souvent, docteur Aman Gemkap, de l'ignorance. Et vous savez, au Cameroun, quand vous dites à quelqu'un tu es ignorant, c'est même ton ignorance qui va te tuer. La personne a tendance à croire que justement vous êtes en train de l'injurier ou tout ce qui va avec. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous mettez dans le thème ignorance? Vous dites les Camerounais qui sont victimes d'AVC ou encore de mort subite meurent très souvent par ignorance. Alors, on était censé savoir quoi concrètement? Oui, mais ceux qui me suivent depuis le début de cette émission, ils ont très bien compris ce que je vais dire. J'ai publié en 2013 un article au Vitriol qui avait fait beaucoup de polémiques, mais je suis resté sur ma ligne, droit dans mes bottes. Pourquoi? Parce que quand cet article était prévention des AVC au Cameroun, 2 points, l'ignorance tue, point d'exclamation. Et tous ceux qui n'avaient lu que le titre de cet article ont commencé à m'injurier, ont commencé une polémique stérile en disant que je l'ai traité d'ignorant, je me prenais pour le plus intelligent de la Terre ou je ne sais pas quoi. Et je leur ai dit, mais vous n'avez pas lu l'article. Et ils m'ont dit, ah oui, effectivement, je n'ai pas tout lu l'article, j'ai juste lu le début. J'ai dit, mais dorénavant, apprenez à lire et essayez d'aller jusqu'à la conclusion avant de faire une analyse. En fait, quand je dis l'ignorance tue, ce n'est en aucun cas une insulte. Ça n'a aucune référence à de l'intelligence. Ça a tout simplement référence au fait que beaucoup de Camerounais, les 20 000 Camerounais qui meurent tous les ans au Cameroun, il y a à peu près 18 000, j'en suis sûr, qui ont présenté pendant des mois, des années, les heures qui précédaient leur accident vasculaire cérébral, un signe, un facteur de risque. Déjà, un facteur de risque. Ils avaient peut-être une hypertension artérielle qu'ils ignoraient. J'ai dit que quasiment 8 Camerounais sur 10 qui font un AVC ont cette hypertension artérielle-là, qui est le facteur de risque majeur. Ils avaient peut-être un diabète également qu'ils ignoraient. Je vous ai dit que c'est aussi un autre facteur. Il y a parfois beaucoup de personnes qui rentrent dans cette catégorie des 20 000 personnes qui meurent souvent les deux. Donc déjà, l'ignorance des facteurs de risque d'AVC est préjudiciable à notre société. Après, il y a maintenant les signes d'alerte. L'AVC ne survient pas chez une personne lambda. L'AVC va survenir chez une personne qui était déjà prédisposée à faire un AVC parce qu'elle portait en elle les facteurs de risque d'AVC. Et l'AVC va se présenter initialement par des signes d'alerte. Ces signes d'alerte, c'est par exemple la survenue de maux de tête, des céphalées inhabituelles, inconnues jusqu'alors, qui vont arriver comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ça va peut-être être la survenue d'une faiblesse corporelle. On est en train de manger à table et puis subitement, on n'arrive plus à tenir sa fourchette, on n'arrive plus à tenir son couteau, on n'arrive plus à tenir sa cuillère. C'est une faiblesse. On est en train de marcher et subitement, on se rend compte qu'on a des troubles de l'équilibre, à savoir qu'on n'arrive plus du tout à tenir debout. Parfois, on tombe. Et quand les personnes vous relèvent,
Vous leur dites que, mais écoute, je ne sens plus mon pied droit ou mon pied gauche. Et ces personnes, au lieu de s'enquérir un tout petit peu de votre état de santé, pensent que, dit, mais tu marchais tout à l'heure, comment se fait-il que maintenant tu me dis que tu ne sens plus ton pied gauche, ton pied droit, c'est quoi cette histoire-là? Enfin bref, tu es en train de me faire du cinéma ou bien... Parfois, des personnes même pensent qu'on leur a pris au village parce que subitement, elles ne sentent plus leurs pieds ou leurs mains et elles se disent, non, on m'a ensorcelé, on m'a pris... Enfin bref. Et puis, il y a aussi des troubles du langage. Je suis en train de parler avec vous comme ça et subitement, je me rends compte que... je n'arrive plus à trouver mes mots, je n'arrive plus à articuler normalement. Et ça aussi, il y a des témoins qui sont présents, qui peuvent parfois savoir ces signes d'alerte-là et vous conduire à l'hôpital. Mais ces témoins ignorent parfois que c'est des signes d'alerte d'AVC et vous laissent dans votre situation. Et c'est comme ça que parfois le drame arrive. Parce que l'AVC n'est pas toujours de gravité immédiate. Elle peut avoir une gravité faible. Ça peut juste être un signe d'alerte qui apparaît et qui va redisparaître. Mais attention, l'AVC se joue comme ces tremblements de terre. Une petite secousse précède une grande secousse. Donc quand la petite secousse arrive, qu'est-ce qu'on fait? Dans les pays où il y a des tremblements de terre, on demande aux gens d'aller vite s'abriter dans des zones qui protègent contre enfin, il y a des abris contre ces tremblements de terre. L'AVC, quand on a ces petits secoues-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rapidement aller à l'hôpital pour qu'on détecte la cause. Et souvent, c'est juste une hypertension artérielle qui est en cause. On vous donne un petit médicament et puis tout rentre dans l'ordre. Ou tout simplement, on va peut-être vous donner un tout petit peu d'aspirine. Si c'est un AVC ischémique, on vous injecte un tout petit peu d'aspirine. L'aspirine est disponible partout et c'est moins cher et vous êtes guéri. Mais si vous attendez, vous allez être foudroyé par un AVC plus grave. Vous êtes dans le coma et malheureusement, quand vous êtes dans le coma, même les médecins les plus compétents ne peuvent pas faire grand-chose pour vous. Ils ne peuvent remettre que vraiment votre destin à Dieu. Et c'est là où les médecins disent le pronostic vital est réservé à la décision du bon Dieu. Voilà. Bon, vous savez, quand on parle très souvent de ce que vous avez appelé bilan de santé, beaucoup ici chez nous sont plus préoccupés par les activités qu'ils mènent au quotidien, le marché, le travail, tout ce qui va avec. Alors, quelqu'un qui s'engage à se faire suivre pour ne pas courir tous les risques que vous venez d'énumérer, combien de temps par an il pourrait se retrouver à l'hôpital? Non, une seule fois. En fait, c'est variable en fonction de l'âge. Oui. Vraiment, les personnes qui ont plus de 45 ans devraient avoir fait un bilan de santé absolument. Et ce bilan de santé en fonction, parce qu'une fois que vous avez fait votre bilan de santé, c'est le médecin qui va définir après le rythme des contrôles. Mais pour la personne lambda, la personne tout venant, elle devrait faire au moins un bilan de santé annuel. Après, une fois que ce bilan de santé annuel a été fait, le médecin peut dire non, écoutez, vous n'avez quasiment pas de risque, je vous revois dans 2 ans ou je vous vois, voilà. Après, il y a des personnes on aura détecté par exemple une hypertension limite. Je dis que la normale devait être inférieure à 14,9. On peut détecter une tension qui tourne autour de 14, autour de 9. On est vraiment à la limite du chiffre tensionnel normal. Cette personne-là devra être revue parce que le médecin va vous donner un conseil, il va dire écoutez, moi j'ai trouvé que vous avez une tension un peu limite. Après, il y a tout un interrogatoire. Il va peut-être trouver que vous avez peut-être une surcharge pondérale. Il va peut-être faire un interrogatoire dans lequel il va trouver que vous avez peut-être une alimentation qui est chargée en sel, qui n'est pas adaptée. Il va vous donner un conseil médical, un conseil d'hygiène et il va vous revoir dans les 3 mois ou dans les 6 mois. Mais là, c'est le médecin par la suite qui définit un petit peu le rythme des contrôles. Mais il faut vraiment, pour tous les auditeurs qui m'écoutent, tous les ans, ils doivent absolument connaître leur chiffre tensionnel. Tous les ans, ils doivent absolument savoir leur taux de glycémie à jeun. Tous les ans, ils doivent absolument savoir, c'est pas moi, si par exemple ils ont un cholestérol qui est élevé, ils doivent le savoir. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Maintenant, on est dans un pays où souffrent parfois certaines maladies endémiques, notamment les hépatites. Il faudrait qu'ils puissent faire des dépistages par rapport à ces maladies virales-là, comme les hépatites, comme le HIV. Il faut faire ce dépistage parce que tout ça, c'est des maladies, lorsqu'elles sont dépistées précocement, la médecine a des moyens, y compris ici au Cameroun. On a des moyens de pouvoir sauver ces personnes-là et ces personnes-là peuvent vivre même avec le HIV et le sida qui était décrié. Actuellement, il y a des trithérapies qui marchent très bien et dès qu'on dépiste par exemple une infection virale
HIV chez une personne, lorsqu'elle bénéficie de ce traitement-là, non seulement ce traitement va l'empêcher de contaminer son entourage, mais deuxièmement, ce traitement-là va permettre de neutraliser totalement la charge virale et la rendre totalement non contaminante. Et ça permet aussi à ce que la société ne puisse pas être totalement infectée par ces... Donc vraiment, le dépistage me paraît fondamental. De toute façon, moi, je suis là pour prôner cette médecine préventive-là parce que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les plateaux techniques adaptés pour pouvoir prendre en charge un certain nombre de maladies lorsqu'elles surviennent dans leur gravité. Et il faudrait vraiment qu'on axe vraiment notre système de santé dans la prévention. Voilà, on ne peut pas vous faire un procès pour votre honnêteté. On a vu le cas de Goberson, il était obligé d'être évacué du côté de l'Occident pour bénéficier de son traitement. Alors, avant de continuer, il y a certainement des personnes qui voudraient peut-être envoyer des questions via les messages. Je vais rappeler les contacts 693 73 01 86 693 73 01 86 ou encore le 679 17 97 07 679 17 97 07. Il y a justement un message qui est arrivé. Je comprends que ça doit être quelqu'un qui boit sa chose, comme on dit souvent chez nous. L'auditeur demande si trop d'alcool pose également un problème de mort subite ou d'AVC. Ah oui. Je n'ai pas énuméré tous les facteurs de risque d'AVC parce que si je commence à tous les énumérer, l'émission risque de se prolonger. Voilà. J'ai vraiment insisté sur les facteurs de risque prépondérants. J'ai parlé de l'hypertension artérielle, j'ai parlé du diabète. Mais il faut dire que l'alcoolisme est un facteur de risque d'AVC. Comment l'alcoolisme est un facteur de risque? Parce que l'alcool va fragiliser nos artères. L'alcool rend nos artères fragiles et nos artères vont facilement rompre. Et d'ailleurs, les personnes qui sont alcooliques, qui boivent beaucoup d'alcool et qui boivent de façon chronique de l'alcool, font souvent des AVC hémorragiques. Et souvent, ces personnes aussi ont souvent d'autres problèmes qui se surajoutent, à savoir qu'ils ont une très très mauvaise hygiène de vie, donc qui vont peut-être souffrir par ailleurs d'une hypertension artérielle, d'un diabète, que sais-je encore. Donc l'alcool va intervenir comme un facteur de risque supplémentaire. Parce qu'il faut comprendre que souvent, ce n'est pas forcément un seul facteur de risque qui va être la goutte d'eau qui déborde le vase. C'est souvent une compilation, une association de facteurs de risque qui ne vont pas s'additionner, mais qui vont évoluer de façon exponentielle, qui vont multiplier le risque de façon exponentielle et non uniquement par addition. Donc vraiment, l'alcool, non. L'alcool, c'est un facteur de risque d'AVC et il faut vraiment limiter sa consommation. L'alcool n'est pas interdit. L'alcool n'est pas interdit, mais il faut consommer de façon modérée. On voit des personnes qui consomment un casier entier de bière à la sortie d'une réunion. Ils boivent le casier entier de bière. Ça, c'est pas bien. Et comme les réunions se multiplient régulièrement, donc ils finissent par devenir alcooliques sans s'en rendre compte. Quoi. Voilà, en dehors de la médecine, docteur Amand Guincap, vous êtes également passionné du cinéma. Il y a ce film, Coman, j'espère que je prononce comme cela se doit. Oui, c'est ça, tout à fait, Coman, oui. Alors, ce festival, c'est pas film. Alors, oui, il y a le festival Coman et pendant ce festival, il y a des films, des courts-métrages, des longs-métrages que vous diffusez pour sensibiliser des personnes. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la voie idéale pour toucher un maximum de personnes? Qu'est-ce qui vous a donné de croire qu'en faisant du cinéma, vous pouvez facilement sensibiliser, toucher des personnes? Ah oui, non, mais il faut dire que ceux qui vont essayer un petit peu de suivre mon parcours et ceux qui suivent un petit peu mon parcours vont comprendre que je ne mène pas ces actions de sensibilisation depuis aujourd'hui. Je les mène, j'ai pris le cas de la mort subite sportive depuis ne cesse que le 26 juin 2003, donc depuis 2003, vous voyez, on est quasiment à 17 ans que je mène. Alors, dans les outils que j'ai utilisés pour sensibiliser vraiment mes concitoyens, pour sensibiliser mon prochain, et je sensibilise à large échelle, je ne sensibilise pas seulement au Cameroun, je sensibilise dans toute l'Afrique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une chronique santé Allô Docteur Amand que je diffuse tous les mercredis sur une radio panafricaine qui s'appelle Midi 1 et qui est diffusée un peu partout dans le monde. J'ai utilisé vraiment des supports écrits. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup publié des messages de sensibilisation, que ce soit sur la mort subite, que ce soit sur les AVC. J'ai beaucoup utilisé le support audio. Je l'ai beaucoup utilisé. J'ai fait des émissions radio. J'ai même utilisé le support télévisuel. J'ai fait beaucoup de télévision internationale, notamment pour faire passer ces messages, ces messages-là. Mais en fait, je me suis rendu compte que
nous sommes à l'ère du visuel. Et le cinéma, qui jusqu'à présent était considéré comme un outil de divertissement, peut aussi être considéré comme un outil éducatif, et notamment un outil éducatif pour la santé. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait mettre en place un projet de cinéma éducatif. Un cinéma qui, on va dire que tous les films sont éducatifs, mais il y a des films qui sont beaucoup plus éducatifs que d'autres, et notamment des films éducatifs pour la santé. Voilà pourquoi, par exemple, j'ai produit Le Tueur Silencieux, et j'ai mis en place ce projet de série sur la santé, ça s'appelle Clinicé. Pourquoi? Parce que on peut lutter contre les AVC à travers le cinéma. On peut se servir du cinéma pour lutter contre les AVC en racontant une histoire vécue, une histoire de notre quotidien. On sensibilise beaucoup plus parce que les gens sont plus marqués par le visuel que par uniquement ce qu'ils écoutent ou uniquement par ce qu'ils lisent. Et je pense que ça porte énormément ses fruits parce que ceux qui ont eu à regarder Le Tueur Silencieux qui a été diffusé notamment à Nantes, lorsque il y avait on fêtait les journées vraiment de la coopération entre Tchang et Nantes, Le Tueur Silencieux était diffusé là-bas, et vraiment les réactions étaient très positives dans ce sens que, mais on ne savait pas ces choses-là, on ne savait pas. On ne savait pas que en tenant juste, en mangeant et en rapidement ne pouvant plus tenir sa fourchette, ne pouvant plus tenir sa cuillère, ça pouvait être un signe d'alerte d'un AVC. On ne savait pas. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Des gens le disaient. Des gens qui avaient fait des AVC. Oui. Parce que je vous ai dit, il y a une catégorie d'AVC qui s'appelle des AIT. Accident ischémique transitoire. C'est aussi des AVC, c'est des mini-AVC, c'est des petites secousses. Donc, on peut avoir un petit caillou comme ça qui va obstruer une petite artère au niveau du cerveau. Et puis, ce caillou-là va fondre parce qu'on a un sang qui est un tout petit peu fluide. Et puis, on va récupérer totalement. Mais il faut aller consulter rapidement parce qu'il y a certainement quelque chose qui a provoqué la migration de ce caillou-là. Et des gens comme ça faisaient des témoignages sur ce plan-là. Donc, moi, je pense que le cinéma, pour chuter par là, vraiment est un outil qu'on peut utiliser pour sensibiliser à large échelle en faisant par exemple des projections en plein air où beaucoup de personnes peuvent voir. Moi, j'aurai dans le monde beaucoup de projections suivies de débats avec les citoyens. Parce qu'on a souvent parlé d'échanges, c'est pas moi, le mot m'échappe, mais ça va peut-être me revenir. Donc, c'est un tout petit peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que le cinéma vraiment peut être utilisé, le visuel suivi d'un échange, et ça sensibilise beaucoup plus. Alors, parlez-nous donc du Coman et naturellement de son programme ainsi que les différentes articulations qu'on aura durant ce temps de festival. Mais, alors, le Coman est à sa 6e édition. C'est un festival éducatif qui est devenu d'ailleurs international maintenant parce qu'il est vraiment sollicité dans le monde maintenant et on reçoit beaucoup de films. C'est ça qui est d'ailleurs très surprenant. C'est très surprenant. On a vraiment raison de dire que nul n'est prophète chez soi. C'est-à-dire que le Coman a été lancé il y a 6 ans dans la ville de Tchang, ici au Cameroun. Et on constate que les réalisateurs restent encore timorés dans leurs réactions. On constate que le public reste encore un tout peu timoré dans ses réactions. Mais beaucoup de pays étrangers envient le Coman. Et beaucoup de pays étrangers envoient leurs films. C'est fait que dans le jeu de présélection, on est obligé de tamiser énormément parce qu'on reçoit énormément de films étrangers. On ne peut pas aller dessus parce qu'on fait la part belle aux réalisations camerounaises. C'est un festival de court-métrage qui accepte des films jusqu'à 52 minutes en compétition. Et puis, c'est un festival vraiment qui prône le cinéma éducatif. Les films qui sont acceptés au Coman doivent être des films qui véhiculent un message éducatif, et notamment un message éducatif pour la santé. Pas forcément pour la santé, mais un message éducatif. Il a sa 6e édition. Il aura lieu à partir de demain. C'est un jeu de lancement. En fait, pour cette 6e édition, c'est du 6 au 8 février. Donc à partir de demain, puisque nous sommes aujourd'hui le 5. Donc, il va démarrer demain à 14h à la base nautique de Tchang.
Voilà, c'est la journée d'ouverture du Coman. Il y a beaucoup de surprises. J'invite les uns et les autres vraiment de venir voir ce que le Coman fait. Le Coman n'est pas un festival où on est dans une salle et puis on projette des films et puis après basta, on remet les prix aux différents lauréats et puis on disparaît. Non. Le Coman, c'est quelque chose qui s'articule sur plusieurs, qui a plusieurs articulations. La première chose, il y a cette journée de lancement qui a lieu le 6 demain. Et puis, la deuxième journée, c'est le vendredi. Cette journée-là, elle est dédiée à la sensibilisation dans les établissements scolaires. Il y a une vaste campagne de sensibilisation et chaque fois, le Coman a toujours tenu à avoir cette campagne de sensibilisation sur les AVC et l'apprentissage du massage cardiaque, les AVC, les maladies cardiovasculaires, l'apprentissage du massage cardiaque. Je l'avais dit tout à l'heure en début d'émission. Le lycée qui nous a donné son OK, c'est le lycée bilingue de Tchang. J'espère que les années prochaines, on aura par exemple un lycée à Bafoussam qui va nous dire, écoutez, nous on aimerait bien vous recevoir dans le cadre de votre Coman pour que vous puissiez vraiment mener la campagne sensibilisation dans notre établissement. Il faut qu'on ait des accords. Donc vraiment, j'ai vu les chefs d'établissement à nous solliciter. Tous les établissements qui nous ont sollicité jusqu'à présent sont très satisfaits. Vous savez, il y a par exemple la drogue dans les établissements scolaires. Beaucoup d'élèves se droguent. On voit d'ailleurs certains qui finissent par poignarder leurs enseignants et on se rend compte qu'ils n'étaient pas en possession de leur faculté intellectuelle parce qu'ils étaient certainement drogués. Je suivais encore un reportage où on parlait beaucoup du tramol, le tramol qui est consommé à l'âge de par les étudiants. Ça aussi, c'est un facteur de risque d'AVC. Il faut savoir faire passer ce message-là aux élèves en disant, en vous droguant, vous êtes en train de vous détruire et vous risquez de mourir précocement par AVC ou par autre chose. Et puis, moi, ce que je décline énormément, et c'est pour ça que j'invite vraiment les chefs d'établissement à me rejoindre et qu'on multiplie un peu ces campagnes de sensibilisation. Lorsqu'un élève fait un malaise dans une cour d'école, qu'est-ce qui se passe? Vous savez bien ce qui se passe? La panique. Tout le monde se met à paniquer. Oui. Et puis d'ailleurs, cette panique-là fait que c'est pas un seul élève qui finit par tomber, c'est 2, 3, 4, 5, 6 qui tombent, comme ça, là, alors que, première chose, il faut dès que on n'apprenne pas de panique. D'ailleurs, le message que je délivre au cours de cette campagne de sensibilisation que je fais avec, vraiment, cette année, je suis venu avec un ami, un frère qui est blanc. On parle toujours de la coopération nord-sud, mais c'est toujours très important aussi d'avoir cette coopération-là. Il travaille avec moi en France. Il est infirmier urgentiste. Moi, je suis médecin urgentiste, infirmier urgentiste. Il s'appelle Dimitri de Teuf. Je remercie vraiment d'être venu m'accompagner depuis la France. Il a abandonné ses activités professionnelles pour dire, écoute, j'apprécie ce que tu fais, je veux venir aussi apporter mon savoir-faire parce que lui aussi, il suit un tout petit peu ce qui se passe au Cameroun parce qu'il est très épris du Cameroun, il adore le Cameroun et il a constaté que souvent quand des enfants font des malaises, et d'ailleurs, on l'a vu dans les reportages télé, il y a la panique qui s'empare des uns et des autres. Voilà, donc le message qu'il faut pouvoir délivrer vraiment dans tous ces établissements, c'est pas de panique. Mais une fois qu'on a dit pas de panique, qu'est-ce qu'il faut faire en dehors de la panique? Il faut faire des gestes simples. Parmi ces gestes simples, déjà ne cesse que mettre la personne en position latérale de sécurité, c'est-à-dire une position latérale d'attente, ou si la personne a fait un arrêt cardiaque, il faut savoir reconnaître l'arrêt cardiaque, il faut savoir le reconnaître. Et puis, bien évidemment, pratiquer un massage cardiaque si la personne fait un arrêt cardiaque. Et le massage cardiaque sauve des vies, il faut le dire. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens paniquent. Après, on apprend qu'on a transporté la personne dans des conditions qu'on ne sait même pas. Et puis, on l'a déclarée morte à l'hôpital. Et puis, les médecins disent oui, mais quand elle arrive à l'hôpital, elle était déjà morte. Moi, je pense que sur ce point-là, il y a beaucoup de choses à faire. Si on peut déjà limiter la panique, ça permettra déjà que les uns et les autres puissent connaître les bons gestes à faire. Et je crois qu'il y a beaucoup de vies qu'on pourra épargner. Et parlons justement des bons gestes à faire. Chacun devrait l'apprendre et c'est à travers vos multiples actions sur le terrain. Alors maintenant, vous avez expliqué un tas de choses. Il y a des personnes qui tirent déjà peut-être leur épingle du jeu, mais d'autres se demandent si on devrait rentrer en contact avec le docteur Raman Genka pour avoir d'amples informations et mieux s'outiller. Comment est-ce qu'on fait pour vous rencontrer? Parce que vous venez de mentionner que vous êtes en France. La première chose, pour me rencontrer, je suis là physiquement. Vous savez, je viens pas en France tout le temps. Je vis en France plutôt. Et je viens pas au Cameroun tout le temps. La première chose pour me rencontrer, c'est déjà de venir au festival parce que je suis là. Je suis présent et moi je suis
quelqu'un de très ouvert et je peux répondre vraiment à toutes leurs questions parce qu'en dehors de la campagne sensibilisation qui aura lieu le vendredi 8, on a le samedi matin une visite touristique et cette année on va visiter la chefferie Bafou. Pourquoi? Parce que le festival Commande, je n'avais pas terminé là-dessus, je reviens un tout petit peu là-dessus. Le festival Commande a aussi pour but de faire valoriser, de faire découvrir au monde entier et puis à ceux même qui sont là sur place le riche patrimoine camerounais et notamment s'approprier notre culture parce que même nos jeunes ne connaissent pas parfois notre culture. Donc on va visiter la chefferie Bafou. Je tiens ici à remercier le chef supérieur Bafou qui a accepté que cette année on puisse visiter sa chefferie et il va nous édifier un tout petit peu, il va nous expliquer un tout petit peu un certain nombre de choses concernant un peu sa chefferie, de sa naissance jusqu'à maintenant, les différentes successions. Ça aussi, c'est des choses qui nous intéressent énormément. Et puis, certains éléments de la tradition que nous ignorons parfois et que nous devons connaître pour mieux connaître notre culture et nos traditions. Donc, pour me rencontrer, c'est très facile. On vient au festival Commande, on me rencontre déjà. C'est à Tchang, ça se déroule à base nautique. Ça se déroule également à la chefferie Bafou puisque la visite a lieu là-bas. Ça se déroule au lycée bilingue de Tchang. Je donne les différents endroits où on pourra éventuellement me rencontrer si ceux qui veulent me rencontrer au lycée bilingue de Tchang où il y aura la campagne sensibilisation. Mais ça se déroule aussi au Mbo Star Palace qui nous accueille une nouvelle fois et je remercie aussi le Mbo Star Palace qui nous accueille une nouvelle fois dans leur enceinte où il y aura la cérémonie de clôture. Cette fois-là, c'est samedi à partir de 19h. Voilà. Et après, moi, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Donc, il suffit d'aller sur Facebook et de taper mon nom, Armand Ngemkap, N-G-H-E-M-K-A-P, N-G-H-E-M-K-A-P. On arrive à me retrouver et à lire beaucoup de choses que je publie qui concernent essentiellement la sensibilisation. Il y a beaucoup de vidéos que je fais dans ce cadre de cette sensibilisation. Il y a beaucoup d'émissions que je reprends sur ma page Facebook pour les uns et les autres qui ne peuvent pas me suivre en direct. Et puis, bien évidemment, si vous tapez n'importe quel moteur de recherche, que ce soit YouTube, que ce soit Google et autres moteurs de recherche, parce qu'il y a des moteurs de recherche également panafricains, vous tapez Armand Ngemkap, docteur Armand Ngemkap, Ngemkap N-G-H-E-M-K-A-P, mais vous tapez ça, vous allez pouvoir me retrouver, et vous allez pouvoir vraiment retrouver beaucoup de choses. Vous allez retrouver les 10 commandements pour contrecarrer les AVC, pour lutter contre les AVC. Vous allez retrouver les 10 commandements du sportif, pour pouvoir éviter la mort subite du sportif et autre chose. Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que l'AVC ou la mort subite est une forme de sorcellerie? Je pense que une fois qu'ils ont écouté cette émission, ils ont compris qu'ils se trompent grandement. Je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas. Moi, je suis africain. Et je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas. La sorcellerie existe bien. D'accord? Mais malheureusement, on met tout dans le compte de la sorcellerie. Et en matière de mort subite sportive et en matière d'AVC, l'ignorance tue. Prévenir vaut mieux que guérir, car le meilleur traitement est la prévention. Et en aucun cas, c'est la sorcellerie qui en est responsable. Les causes des AVC et les causes des morts subites sportives ne sont pas du tout mystiques. C'est bien des causes médicales. Et vraiment, la médecine l'a largement prouvé. Après, il y a peut-être des morts mystiques, mais ces morts mystiques-là ne sont pas des AVC, des morts subites sportives. Docteur Armand Ngemkap, merci infiniment d'être passé ce matin sur la radio communautaire de Bafoussam 2e. Je crois que vos enseignements ont été très édifiants pour les uns et les autres. On espère, lors du prochain festival, vous avoir une fois de plus. Et on espère également que les chefs d'établissement de Bafoussam vont vous solliciter afin que cela se passe plutôt à Bafoussam pour que toute la population sorte et en bénéficie. Mais je crois que c'est important. Je tiens vraiment beaucoup à vous remercier vraiment pour votre invitation. Je tiens aussi à remercier beaucoup l'une de vos communicatrices que j'ai rencontrée il y a quelques années et qui vraiment me soutient énormément dans ce combat, Madame Choupé Willy. Vraiment, je tiens à la remercier. Je voulais lui tirer un petit bon chapeau parce qu'elle me soutient énormément dans ce combat. Et moi, j'ai besoin de personnes qui me soutiennent comme ça dans ce combat. J'étais passé en 2017 ici sur votre radio. Et puis, j'avoue que j'ai toujours eu un accueil très, très chaleureux. Et là aussi, j'ai un accueil aussi chaleureux. Et puis, je constate chaque fois que vous me prenez à votre antenne, vous avez fait un travail de recherche et j'apprécie. Ce qui fait qu'on a eu une très belle émission. Je suis vraiment content d'avoir pu passer des messages qui sont très importants pour nos publics, très importants pour nos familles, très importants, nos frères et sœurs,
très important pour notre prochain. Et des Merci. messages qui permettent de sauver des vies. Voilà, merci et à la prochaine. Merci, au revoir. Mesdames et messieurs, c'était Bon Réveil, édition de ce mercredi 5 février plutôt 2020 sur la radio communautaire de Bafoussam 2e. Mon nom c'est Dimitri Foba. Demain à 5h30, l'équipe sera une fois de plus en place. Merci et bonne écoute de la radio jusqu'à minuit.